Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici notre sommaire du jour. Mon invité, c'est Canel Gaucher, responsable communication chez Unseen Labs, entreprise rennaise dont la constellation de satellites permet de traquer la pêche illégale et de protéger l'océan. Dans le zoom de cette émission, on fera le point sur le déploiement des énergies renouvelables en France, en décortiquant les résultats du premier observatoire du système électrique renouvelable. Et puis dans notre rubrique Start-up, je vous présenterai Pronoé qui met en place des systèmes de traitement des eaux industrielles pour les rendre moins acides avant leur rejet en mer. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est parti. L'invité de ce Smart Impact, c'est Canel Gaucher, responsable communication chez Unseen Labs. Elle est avec nous en duplex. Bonjour, bienvenue. Unseen Labs, entreprise rennaise créée en 2015 par les frères Gallic. Une décennie plus tard, on fait un peu le point. Où en est l'entreprise aujourd'hui ? Bonjour Thomas, merci de nous accueillir sur le plateau de Bismart. Donc oui, c'est vrai qu'on est passé plusieurs fois sur Bismart et ça a pas mal changé ces derniers mois, ces dernières années. Donc là, on est toujours en train de déployer notre constellation de surveillance maritime. Donc constellation qui aujourd'hui est dotée d'une quinzaine de satellites. On a lancé 2 satellites en août dernier avec SpaceX sur une Falcon 9. Et là, on continue toujours à déployer cette fameuse constellation. Donc, une constellation de satellites qui est dotée d'une technologie vraiment spécifique, capable de détecter les signaux radiofréquences et qui nous permet de détecter tous les navires en mer, même ceux qui ne veulent pas être vus. Donc, c'est là l'intérêt de la technologie, détecter tous les navires, même ceux qui veulent être invisibles pour commettre des infractions en mer comme la pêche illégale, les dégazages, la piraterie, toutes sortes de trafics illicites. Donc aujourd'hui, on continue de déployer cette fameuse constellation et on a annoncé il y a quelques mois une levée de fonds, donc une levée de fonds de 85 millions d'euros qui va nous permettre de déployer une seconde constellation qui cette fois-ci ne sera pas simplement focalisée sur la surveillance maritime, mais qui fera aussi de la surveillance spatiale, terrestre, aérienne et maritime. Alors, et on prévoit la déployer en 2026. Oui, donc, alors on va reprendre. Je vous interromps, on va reprendre tous ces éléments les uns après les autres. Mais voilà, ça posait très bien le décor d'Unseen Labs pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément l'entreprise. Qui sont vos clients aujourd'hui ? Ce sont des professionnels de la pêche. Qui sont vos clients ? Alors, nos clients, ils sont dans le secteur public et dans le secteur privé. Donc, dans le secteur public, ça va être les gouvernements, donc ce qu'on appelle l'action de l'État en mer. Par exemple, notre premier client, ça a été la Marine nationale française. C'est eux qui ont testé en premier nos données et qui les ont validées. Et en fait, on travaille avec les gouvernements pour les aider à surveiller leurs zones d'intérêt, pour détecter tous les navires, ceux qui sont impliqués dans la pêche illégale, dans la piraterie, comme je le disais tout à l'heure. Et on va leur permettre d'avoir une meilleure visibilité sur les activités qu'il y a sur leur zone d'intérêt, ce qui avant n'était pas possible avant que la technologie d'Unseen Labs existe, puisque beaucoup de navires pouvaient éteindre leur balise coopérative et devenir invisibles. Ce qui aujourd'hui, nous avec Unseen Labs, on peut détecter ces navires invisibles et aider les États à voir en fait tous les navires, qu'ils soient coopérants ou non. Donc ça, c'est le secteur public et on a aussi des clients dans le secteur privé, donc des assureurs, des armateurs, des acteurs dans le monde de l'offshore, mais aussi des associations, des ONG. C'est vraiment un scope très large d'acteurs du domaine maritime. Alors, ils ressemblent à quoi vos satellites ? Ce sont des petits satellites, c'est ça ? Voilà, c'est ça. On dit que c'est des cubes satellites, donc des 8 unités. Donc, c'est 8 cubes assemblés qui permettent d'avoir un satellite opérationnel et de mettre une charge utile à l'intérieur. Et ça fait la taille d'une boîte à chaussures. La taille d'une boîte à chaussures, oui, on n'est pas dans l'imagerie du très grand satellite qu'on pouvait avoir. Peut-être, vous l'avez expliqué un peu, mais si on rentre dans le détail de cette surveillance maritime par radiofréquence, comment ça marche ? Alors en fait, nos 15 satellites, ils sont à une orbite de 500 km à 500 km en orbite. Et nos clients, par exemple, s'ils veulent qu'on collecte des données, qu'on aille regarder quelle activité il y a sur une zone d'intérêt,
on va programmer nos satellites pour aller collecter les données sur cette zone-là. Donc nos satellites vont détecter les ondes électromagnétiques, ce qu'on appelle aussi les signaux radiofréquences. Donc c'est les ondes qui sont émises par les systèmes électroniques qu'il y a à bord des navires. Nos satellites, une fois qu'ils vont passer au-dessus de la zone, ils vont pouvoir pointer la position de chaque émetteur, chaque onde qu'ils vont capter. Et ça va nous permettre de pointer la position de chacun de ces navires et pouvoir ensuite livrer la position de tous les navires sur la zone d'intérêt des clients directement sur leur ordinateur. Alors, on va prendre deux aspects. Il y a la lutte contre la pêche illégale et puis il y a aussi la protection de l'océan. Sur la lutte contre la pêche illégale, quels sont vos résultats depuis une petite dizaine d'années, puisque la date de création de l'entreprise, c'est 2015? Alors la pêche illégale, c'est vrai que c'est on va dire notre cas d'application le plus fréquent, puisque c'est les États en fait avec lesquels on travaille veulent avoir la visibilité sur l'activité des navires en mer et on peut les aider justement à lutter contre la pêche illégale. Après aujourd'hui, nous on travaille publiquement avec la Marine nationale française. Pour les autres clients étataux, on peut pas forcément divulguer leur nom, mais c'est la pêche illégale, le crime contre lequel on peut lutter le plus facilement grâce à nos données aujourd'hui. Il y a différents use cases, un cas d'application qu'on a publié ces dernières années, notamment un cas d'application en mer d'Arabie où on a pu suivre un navire qui se rendait en mer d'Arabie et qui, le jour 1, avait sa balise coopérative activée et une fois rentré dans la zone économique exclusive, éteignait sa balise coopérative pour pouvoir sûrement, enfin on le suspecte, faire de la pêche illégale. Et le jour 3, il sortait de la zone économique exclusive pour réactiver sa valise coopérative comme si on ne l'avait pas vu, sauf que nous, pendant ces 3 jours, on a pu voir en fait son chemin et voir qu'il est rentré dans une zone dans laquelle il n'avait pas le droit d'être. C'est un peu le jeu du gendarme et du voleur appliqué à l'océan. Est-ce que les voleurs travaillent à un moyen de contourner finalement cette nouvelle difficulté que vous représentez? Alors, c'est une bonne question. Aujourd'hui, je pense qu'il est vraiment difficile pour eux de contourner notre technologie puisque on vient vraiment détecter les ondes électromagnétiques. Donc, dès qu'il y a un navire, quelle que soit sa taille, en mer, forcément, il va utiliser toutes sortes de moyens électroniques qui va émettre des ondes. Donc, c'est très difficile, je pense, pour un bateau de ne plus se faire détecter aujourd'hui, enfin, en tout cas, à ce jour. Ou en tout cas, il faudrait qu'il se déplace sans système électronique et ça, je pense que ce serait périlleux. Oui, effectivement. Sur la protection de l'océan, comment vous pouvez intervenir? Alors moi, je vais penser spontanément à des pollutions ou des dégazages sauvages. Ça fait partie des cas d'usage de vos satellites? Voilà, c'est ça. Donc, au niveau de la protection de l'environnement, nous, on travaille par exemple avec des associations. Notamment, on a travaillé avec Global Fishing Watch. On leur avait on leur avait livré des données pour leur indiquer la position de navires en mer dans une zone précise. Et ça leur a permis d'alimenter leur plateforme, une plateforme dédiée qui montre l'activité réelle des navires sur tous les océans et qui a pour but d'identifier chaque navire et de savoir s'il y a des navires impliqués dans la pêche illégale ou non. Donc là, c'est un des exemples dans lesquels Unseen Labs est impliqué au niveau de la protection de l'environnement. Vous nous l'avez dit, vous avez annoncé une levée de fonds de 85 millions d'euros, c'était en février dernier, je crois que c'était la plus importante du New Space français. Nouvelle étape évidemment importante, avec quoi? Des nouveaux marchés que vous visez, c'est ça? Voilà, c'est ça, exactement. Donc, on a fait une levée de fonds de 85 millions en série C, qu'on a annoncé en avril dernier. Ça va nous permettre déjà d'ouvrir des bureaux donc, aux États-Unis et en Asie. Et ça va surtout nous permettre de lancer une nouvelle constellation. Donc là, on a une constellation opérationnelle qui est dédiée à la surveillance maritime. Et la seconde constellation qu'on lancera en 2026 sera dédiée non pas que à la surveillance maritime, mais aussi à la surveillance spatiale, terrestre et aérienne. Donc ça va être 4 domaines vraiment mélangés dans une constellation dédiée. Mais avec quel cas d'usage dans ce cas-là?
cas d'usage, je pense que ce sera comme pour la surveillance maritime, ça va être, on va en découvrir tous les jours. Déjà, on travaillera forcément donc avec des acteurs du secteur public, mais on découvrira tous les jours qu'il y a énormément d'acteurs du secteur privé qui ont aussi besoin de nos données. Ce sera vraiment un service qui se construira aussi en 2026 au fur et à mesure, et on a hâte de déployer ces fameux nouveaux satellites qui feront une taille 10 fois plus grande que nos satellites actuels. Ah oui, donc c'est un gap aussi technologique. Dernière petite question, est-ce qu'il y a des usages militaires de votre technologie? Alors forcément, il y a des usages défense. Nous, on n'est pas dans le militaire. On est vraiment aujourd'hui dans le secteur public et privé. Donc dans le secteur public, c'est vraiment l'action de l'État en mer. Aujourd'hui, c'est comme ça que l'on travaille et on verra par la suite l'évolution de l'entreprise. Merci beaucoup, merci Canel Gaucher et à bientôt sur Be-Smart for Change. On passe au zoom de l'émission, les résultats du premier observatoire du système électrique renouvelable. On décortique les résultats du premier observatoire du système électrique renouvelable dans ce Zoom avec Michel Gloria. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes délégué général de France Renouvelable. On repose le décor, c'est combien d'entreprises représentées et puis peut-être aussi les différentes filières. Donc France Renouvelable, c'est 370 entreprises qui interviennent en France pour développer les énergies renouvelables électriques, donc notamment l'éolien en mer, l'éolien sur terre et le photovoltaïque au sol. Donc on représente aujourd'hui 15% de la production française d'électricité, c'est considérable et au regard des perspectives de développement, donc qui d'ailleurs vont être discutées dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie prochainement, on devrait être autour de 30% d'ici 10 ans. D'ici 10 ans, et on va beaucoup se projeter comme ça sur l'horizon 2035 dans notre entretien avec ce premier observatoire du système électrique renouvelable qui a été réalisé avec Capgemini Invent. Peut-être la leçon principale avant de rentrer dans le détail. Quelle leçon vous en tirez de cet observatoire? Alors, il y a trois leçons essentielles. La première, c'est que ça y est, les énergies renouvelables électriques, notamment l'éolien sur terre, l'éolien en mer et le photovoltaïque, sont installés dans le paysage électrique français et dans le paysage énergétique français. Ça représente aujourd'hui 15% de la production d'électricité. Ça veut dire que cumulé, éolien sur terre, éolien en mer et photovoltaïque font plus que l'hydraulique. C'est historique, c'est la première fois. D'accord. Ça, c'est le premier enseignement. Deuxième enseignement qui est important, c'est que quand on regarde les perspectives de développement, donc on va aller progressivement vers 25-30% de la production d'électricité, il va falloir faire évoluer le fonctionnement de nos systèmes électriques pour faire rentrer plus de flexibilité. Donc qui dit plus de flexibilité, ça veut dire déplacer la consommation, heure pleine, heure creuse. Ça veut dire faire rentrer des systèmes de stockage dans le fonctionnement du réseau électrique. On en parlera évidemment. On reviendra dessus. Et la troisième chose, ça veut dire rendre pilotables les énergies renouvelables. Et ça, c'est un vrai défi sur lequel il faut qu'on s'attache collectivement. Et la troisième enseignement qui est important, c'est qu'en fait, quand on regarde ce qui se passe au niveau des pays européens et puis au-delà de nos frontières, notamment aux États-Unis, il y a les choix que l'on fait en matière de modalités de développement des énergies renouvelables électriques, notamment la taille des projets, sont des choix qui ont des conséquences en matière de coût du système électrique. Et nous, on pense qu'il est important de garder ce critère coût du système comme un critère essentiel, parce que c'est un élément clé pour la compétitivité des entreprises, pour la réussite de la réindustrialisation, pour la protection du pouvoir d'achat des Français. Et il faut aller vers des parcs de production d'électricité qui sont des parcs d'une certaine taille, qu'on peut qualifier de dimension industrielle, pour optimiser la compétitivité. Alors, on va reprendre tous ces éléments, mais je vais donner d'abord des chiffres issus de l'Observatoire qui nous parlent effectivement de cet horizon 2035 avec l'électrification massive des usages. Vous l'avez dit tout à l'heure, objectif plus d'être à 30% de consommation d'électricité en 2035. Ah non, plus 30% de consommation d'électricité en 2035 par rapport à 2023, j'y arrive. Plus 270% de production renouvelable à cet horizon 2035 et plus 15% de production nucléaire à cet horizon.
Ces chiffres, comment vous les obtenez? Ce sont les prévisions des entreprises du secteur? Quelle a été la démarche pour arriver à cette perspective? À cette perspective. Alors, en fait, on s'est appuyé sur 2 exercices qui ont été conduits conjointement. Premier exercice qui a été un exercice de prévision, le bilan prévisionnel 2035 de RTE. Vous savez que RTE, légalement, régulièrement, fait des prévisions, c'est sa mission législative, d'évolution de la consommation à des horizons 2035 et dit, ben voilà, moi, ce que je vois en matière de développement de la mobilité électrique, ce que je vois en matière de développement des pompes à chaleur dans le bâtiment, ce que je vois en matière d'électrification des procédés industriels, me font penser qu'à l'horizon 2035, on devrait être autour de 600 TWh de consommation d'électricité. Et à partir de ces 600 TWh, on regarde quels sont les moyens de production disponibles que l'on peut mettre en face de cette consommation pour satisfaire l'équilibre offre-demande en permanence, puisque c'est ça le défi du système électrique. Et en fait, ce qu'on constate, c'est qu'au cours des 10 à 15 prochaines années, les seuls moyens de production additionnels que l'on peut avoir pour produire plus d'électricité, c'est l'éolien sur terre, l'éolien en mer et le photovoltaïque. Le nouveau nucléaire va arriver après 2035. Et donc c'est pour ça que nous, on est parti de cette consommation. On dit, ben voilà, pour atteindre cette consommation à l'horizon 2035, voilà les moyens de production que l'on doit mettre en face. Et qui prendra la plus grande part? L'éolien terrestre, l'éolien en mer, le solaire, le photovoltaïque, ça va être un peu équilibré? Alors, on sera à cet horizon de temps-là, on sera quasiment sur du 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. D'accord. À quelques térawattheures près, j'allais presque dire. Donc on aura 1 tiers de production issue de l'éolien en mer, puisqu'on aura atteint 18 gigawatts à l'horizon, ce qui a été annoncé avec la planification spatiale il y a 15 jours. C'est celui qui va le plus... c'est celui qui va le plus progresser. Aujourd'hui, on est à 1,5 TWh de production. On sera autour de 70-80 TWh. Donc là, ça va véritablement exploser. La production d'électricité à partir d'éolien terrestre va à peu près doubler. Et en 10 ans. Et la production d'électricité à partir de photovoltaïque va être multipliée par 4 à 5. Ok, donc et ça va équilibrer. Et ça va équilibrer, on sera 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Alors, il y a, vous l'avez évoqué, il y a une autre leçon importante de cet observatoire et autre enjeu à l'horizon 10 ans, c'est le stockage de l'électricité. Alors, déjà, est-ce que la technologie, elle existe? Est-ce qu'elle est mature aujourd'hui? On en est où? Alors, elle a énormément mûri au cours des dernières années, puisque aujourd'hui on a des voitures du coup qui fonctionnent à électricité, et ce sont des voitures qui ont une très belle autonomie, puisqu'on a régulièrement des véhicules qui font 500, 600, 700, voire je voyais une publicité il n'y a pas très longtemps autour de 1000 km. Donc on est sur des équivalences. Il ne faut pas trop accélérer quand même. Alors, mais bon, mais c'est pas grave, c'est pas notre débat. Mais on a ces technologies qui sont là aujourd'hui. Et en fait, avec la hausse de la production d'électricité à partir d'éolien sur terre, en mer et de photovoltaïque, effectivement, on a besoin de plus de flexibilité du système. Donc c'est des batteries stationnaires, c'est ça? C'est ça, c'est des batteries stationnaires qu'on va positionner aux endroits du réseau où ça va être nécessaire. Et là, il y a un travail très fin qui est en cours avec les opérateurs de réseau, donc notamment Enedis et RTE, et qui nous disent, ben voilà, moi on regarde ce que je vois en matière de production, voilà les endroits où mon réseau va en avoir besoin. Donc on connaît le volume global, 6 gigawatts à l'horizon 2030 et à peu près 9 gigawatts à l'horizon 2035, de capacité de stockage qu'il va falloir développer. Aujourd'hui on est à un peu moins de 1 gigawatt, donc vous voyez, multiplication par 6 d'ici 2030 et par 9 d'ici 2035. Et RTE et Enedis sont en train de nous dire, ben voilà, moi je regarde comment va évoluer mon réseau, je regarde les besoins, il va falloir en mettre en tel endroit, tel endroit, tel endroit, et je vais lancer les dispositifs d'appel à projet. Ça prend quelle place, une batterie stationnaire? C'est une petite usine? C'est quoi? Non, ça va dépendre, en fait, en fonction des capacités, ça dépend, mais imaginez que ça fait à peu près 3 fois la taille du studio. 3 fois, donc c'est pas si grand que ça, parce qu'il y a aussi tous ces enjeux d'artificialisation des sols, etc., qui sont très importants. Et on se retrouve avec des injonctions un peu contradictoires. Oui, il faut pousser la consommation et la production d'électricité et son stockage, et de l'autre, moins artificialiser les sols. Tiens, un petit zoom sur ce que représente le business des énergies renouvelables. C'est combien d'emplois aujourd'hui en France? Et là aussi, quelles perspectives pour 2035? Alors, l'éolien et le solaire, aujourd'hui en France, c'est à peu près 50 000 emplois.
Ouais. Okay. À l'horizon 2035, on devrait être autour de 80 000 emplois, notamment des emplois qui sont liés à la maintenance et à l'exploitation des parcs, ça c'est extrêmement important, et puis tous les emplois liés à la construction, au transport, au raccordement, etc. Donc on devrait être autour de 80 000 emplois à l'horizon 2035. Ce qui fait en fait progressivement des emplois, et ça c'est quelque chose qui est très marquant dans les énergies renouvelables électriques, c'est que ce sont des emplois qui sont souvent majoritairement localisés dans les territoires ruraux. Donc dans des territoires où, j'allais presque dire, structurellement, on a un peu plus de mal à faire venir de l'emploi et à localiser des jeunes ménages. Et c'est vrai que les personnes qui travaillent dans les énergies renouvelables sont souvent des personnes jeunes, hein, la moyenne d'âge est inférieure à 35 ans. Et donc du coup, quand elles arrivent sur un territoire rural, elles arrivent souvent avec leur famille. Donc on fait vivre les écoles, on fait vivre les commerces, il y a des centres de maintenance qui s'installent, etc. C'est une vraie spécificité. C'est quel type d'emploi? Est-ce que c'est beaucoup d'emplois d'ingénieurs, d'emplois hautement qualifiés, sur lesquels vous allez être en concurrence avec beaucoup d'autres secteurs, notamment je pense au nucléaire? Alors, grosso modo, on a à peu près un tiers des emplois qui est lié à ce qu'on appelle l'ingénierie. Donc effectivement, on va retrouver des bureaux d'études pour la conception des projets, l'étude des impacts environnementaux, le dimensionnement des projets, le raccordement. Et on a à peu près 2 tiers d'emplois qui sont plutôt des emplois de techniciens. Et là, ce sont des emplois de construction, de maintenance, d'exploitation. Donc on est sur 1 tiers, 2 tiers. Et en fait, nous, ce qui nous semble important dans le moment dans lequel on est, à l'échelle de l'ensemble du système électrique, c'est de travailler les complémentarités d'emploi entre les filières. Parce qu'en fait, on a des filières qui ont des rythmes de développement et des besoins d'emploi qui sont différents. Et on retrouve des besoins de soudeurs, des besoins d'électrotechniciens, etc., qui sont communs aux énergies renouvelables électriques, au nucléaire et à l'ensemble des métiers du système électrique. Et il est important dans ce moment-là de travailler les complémentarités parce que les carnets de commandes et les rythmes de construction ne se font pas au même rythme. D'accord, donc vous pourriez-vous en avoir besoin là dans les 10 prochaines années et le nucléaire un peu plus tard? Exactement, où on peut travailler des synergies entre filières ENR, typiquement entre l'éolien sur terre et l'éolien en mer, entre l'éolien sur terre et le photovoltaïque, entre des projets de stockage et des projets photovoltaïques. Il faut travailler ces synergies. Dernier élément, sur l'acceptabilité, et à chaque fois qu'on se rencontre, je viens vous chercher forcément sur ce terrain, qui est très important, le baromètre Qualité ENR OpinionWay de 2023, qui nous dit que 98% des Français soutiennent le développement des énergies renouvelables en France. Bon, on se dit super, ça y est, on a gagné le combat de l'acceptabilité, sauf que, évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça, notamment politiquement. Est-ce que vous avez poussé un grand ouf de soulagement au second tour des législatives en voyant que le RN n'arrivait pas au pouvoir? Et résolument hostile aux éoliennes. Alors évidemment, quand on regardait le programme énergie du Rassemblement national, il y avait de quoi frémir. Alors évidemment sur les questions de développement des énergies renouvelables, mais aussi sur des pans entiers du fonctionnement du système électrique et du fonctionnement du système énergétique, avec quelque chose qui a été vraiment très marquant pour nous, c'est qu'en fait, le Rassemblement national est quand même avant tout en matière de questions énergétiques, le parti du statu quo, c'est-à-dire un parti qui nous maintient dans une dépendance mortifère aux énergies fossiles. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, 60% de consommation d'énergie encore en France dépend des énergies fossiles. J'ai presque dit, il y a effectivement un enjeu climat, un enjeu environnemental, mais il y a un enjeu économique et de souveraineté essentiel. Donc c'est un parti qui nous maintient là-dedans. Donc, ce qui est complètement irrationnel quand on se dit être un parti de souveraineté, etc., et particulièrement paradoxal. Donc, effectivement, on a eu ce petit moment de soulagement, mais le sujet est quand même traité très, très au sérieux aujourd'hui. On pense que, notamment quand on regarde ce qui continue à apporter au sein de l'Assemblée nationale, il faut absolument, absolument, absolument faire émerger une expertise politique autour de ces sujets-là pour, j'allais presque dire, combattre fortement ça. Merci beaucoup Michel Gloria, à bientôt sur Bismart for Change. On passe à notre rubrique Startup tout de suite. Smart Ideas avec Nicolas Dez, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le cofondateur, président de Pronoé, vous l'avez créé il y a 2 ans avec Rohan Broussetta. Et avec quelle idée, dites-moi? Alors tout à fait, donc Pronoé, c'est la déesse grecque marine de la prévoyance. Et donc en fait, ce qu'on fait, c'est contribuer finalement à la restauration d'écosystèmes et de puits de carbone côtiers. Et la manière dont on fait ça, c'est on vient agir sur les rejets, parce qu'il y a énormément de rejets vers la mer de sites industriels divers qui viennent aggraver en fait des phénomènes d'acidification. Et en améliorant ces rejets, on va avoir un double effet sur l'acidification de l'eau et donc des co-bénéfices environnementaux et aussi des effets carbone qu'on vient monitorer et monétiser. Alors donc c'est
un système de traitement des eaux, c'est ça. Sauf que je dis ça, ça a l'air simple. Évidemment, il y a de la recherche et développement, une innovation. Comment elle fonctionne? Tout à fait. Donc Pronoé, c'est une start-up deep tech labellisée par la BPI. En fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on développe et on déploie des petits systèmes automatisés de traitement de l'eau qui viennent se plugger en aval de sites côtiers qui ont des rejets vers la mer, finalement. Et on vient améliorer ces rejets. Encore une fois, monitorer notre impact au niveau local sur les aspects acidification et capture de carbone. Et alors, vous en êtes où aujourd'hui du développement de l'entreprise? Pas encore à la phase industrielle, on est à quelle étape? Alors, on est à l'étape charnière, justement. Donc là, ça fait tout juste 2 ans qu'on s'est lancé. On a eu la chance d'avoir un certain nombre de prix internationaux. Et aujourd'hui, on a une équipe de 7 personnes, des talents internationaux, ingénieurs, PhD. Et on a un premier pilote de laboratoire et on travaille à un premier démonstrateur industriel, du coup, sur un site partenaire. Et alors, ça veut dire que vous cherchez quoi? Vous cherchez des partenaires financiers, des partenaires industriels pour grandir encore? Alors, tout type de partenaires. Ouais. On a vraiment besoin de tout le monde là-dessus. Nous, on pense qu'il y a des... Donc, le premier projet, malheureusement, il ne se fera pas en France. Là, le premier partenaire qu'on a trouvé, c'est un partenaire européen. Mais la France a un potentiel massif parce qu'on a des acteurs, évidemment, autour de l'eau, des déchets, de l'énergie qui sont majeurs. Et donc, ce qu'on cherche... On a des côtes un peu partout. Hein, aussi, avec le plus grand territoire, ouais. enfin, la deuxième zone marine au monde. Et l'année prochaine, ce sera l'UNOC, évidemment. Donc, c'est quoi l'UNOC? La conférence des Nations Unies pour l'océan qui aura lieu à Nice en juin. Et donc, il y a un certain nombre de... Enfin, la France est assez active sur ces sujets-là. Et donc, nous, on porte ces solutions, justement, qui peuvent se déployer en France et aussi à l'international. Vous nous rappelez ce que cette acidification des océans provoque? Parce que, voilà, on est au cœur de votre modèle et de la solution que vous proposez. Alors, donc l'acidification, c'est un sujet qui est assez grave, assez sérieux. Malheureusement, c'est une des 9 limites planétaires, vraisemblablement la prochaine qu'on va dépasser. Et en fait, c'est lié à nos émissions de CO2, quelque part. C'est-à-dire que les émissions de CO2, on parle beaucoup, encore qu'on n'en parle pas suffisamment, des effets sur le réchauffement climatique. Mais le CO2, c'est aussi un acide qui vient en fait se diluer dans l'eau, un peu comme... du CO2 dans une boisson pétillante, et ça vient acidifier les eaux de surface avec des conséquences qui sont assez dramatiques parce que un acide sur du calcaire, c'est comme du vinaigre, donc ça vient dissoudre, et dans la mer, ça vient dissoudre les coquilles d'organismes calcifiants, et donc on imagine bien les conséquences sur les écosystèmes marins naturels, mais aussi les activités humaines, pêche, aquaculture, conchyliculture. Donc c'est à la fois le corail qui est mis en péril, mais aussi le trait de côte, c'est ça? Il y a ce double effet, si je vous comprends bien? Alors tout à fait. Donc il y a écosystème naturel, on pense tout de suite au coraux, mais même sous nos latitudes, tout ce qui est récif d'huîtres naturel, et puis aussi les activités humaines qui sont autour, parce que ça va avoir des impacts aux différents stades de vie d'un certain nombre d'animaux marins. Encore une fois, là, on parle de niveaux d'acidité de l'eau qui sont 30% plus élevés qu'à l'époque pré-industrielle. Donc on imagine la mer 30% plus acide. Vous avez été sélectionné dans un concours international qui s'appelle X-Prize, c'est ça? Tout à fait. Il y a 100 solutions à impact sur le climat. Il y a 2 entreprises françaises, c'est ça? Tout à fait. Donc on a eu la chance, avec une autre entreprise française qui s'appelle Net Zero, qui fait de la biomasse pyrolysée dans les pays tropicaux, et Pronoé, et donc qui est notre solution innovante, qui a été reconnue innovante du coup dans le cadre de ce innovante et à haut potentiel dans le cadre de ce concours du coup international. Qu'est-ce que ça vous ouvre comme porte, ça? Et toujours de la reconnaissance, et puis on espère des accès facilités à des financements et des partenariats, parce que l'idée c'est vraiment ce sur quoi on a construit notre solution, c'est autour de grands principes, autour de la frugalité, la durabilité et la déployabilité aussi, c'est-à-dire s'appuyer au maximum sur des phénomènes naturels, on en a parlé, mais aussi des infrastructures, des flux logistiques et des chaînes de valeur existantes en fait, pour déployer le plus rapidement possible notre solution. Merci beaucoup Nicolas Dez et bon vent à Pronoé. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À très vite.